Mais pour qui tu te prends? Pose pas de questions. Fais ce qu'on te dit. Nous, on sait mieux que toi. Pourquoi? Parce que. Ce genre de remarques, je les ai souvent entendues durant ma carrière de sportive de haut niveau, et c'est en grande partie pour cela que je suis devant vous ce soir. Je m'appelle Jennifer Migan, je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle, journaliste et consultante en prise de parole en public, et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, prendre la parole en public, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Alors, moi, j'ai commencé la prise de parole très jeune, dès l'âge de 3 ans. À l'époque, j'adorais qu'on me raconte des histoires, et comme j'aimais le dire, j'adorais fabriquer des histoires. Avec ma sœur, plus âgée, on faisait des interviews. Et très vite, j'ai vu que bien parler, ça me permettait de rester avec les grands et avoir des bonbons. Les adultes complimentaient mes parents, et eux, flattés, me récompensaient. Je décide donc assez rapidement que plus tard, j'allais fabriquer des histoires et que j'allais parler comme les gens à la télé. Sauf qu'en grandissant, je me rends compte que les gens qui me ressemblent, bien en France, pour réussir, ils ont 3 options. La danse, le chant, le sport. Alors, la danse, j'aime ça, mais pas plus que ça. En ce qui concerne le chant, je ne sais pas chanter. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, quand je veux rendre hommage à des chanteurs au karaoké, ils se retournent dans leur tombe, même les vivants. Et il s'avère que je suis une athlète plutôt douée. Je décide donc de faire du tennis parce que ma sœur en fait. Très vite, je gagne des compétitions et je fais partie des meilleures joueuses françaises. Je dois donc mettre mon rêve de fabriquer des histoires entre parenthèses. Pourtant, je ressens toujours ce besoin de m'exprimer et de me faire entendre. Sauf que le sport de haut niveau, avant d'être une personne avec des émotions, une conscience, des idées à partager, vous êtes surtout dans les yeux de vos coachs, du public et parfois même de votre entourage, un corps exécutant. On vous dit, frappe la balle, joue comme ci, recommence. T'es pas contente? C'est pareil. Alors, pour survivre, dans cet environnement où le dialogue n'est pas souvent possible, je dois me taire. Et même s'il m'arrivait parfois de me révolter, je regrette de m'être tue. Je regrette de m'être tue face à des injustices. Je regrette de m'être tue face à des coachs qui m'expliquaient quelles étaient mes limites et où je devais placer mes ambitions. Et surtout, je regrette d'avoir attendu plus de 20 ans pour avoir certaines conversations avec mes proches qui, je pense, auraient pu gommer certaines incompréhensions et certains malentendus. Bon, vous allez me dire, ok Jennifer, c'est bien sympa tout ça, mais concrètement, en quoi est-ce que la prise de parole nous aide à reprendre le contrôle de nos vies, surtout quand ça nous stresse et qu'on déteste ça? J'y viens. Il y a 10 ans, après avoir terminé ma carrière de sportive et mes études, j'ai eu une opportunité pour aller travailler à Istanbul. Et pour passer le temps, j'ai rejoint un club où chaque semaine, on s'entraînait à la prise de parole. Je dois vous avouer que les premières semaines, je ne comprenais pas comment des adultes, avec pour certains des postes à haute responsabilité, perdaient complètement leurs moyens lorsqu'ils devaient s'exprimer. Et puis, en ayant des conversations avec ces personnes qui m'ont expliqué leurs expériences passées avec la prise de parole, c'est ça qui m'a motivée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et je vais partager avec vous les 4 objections que l'on entend fréquemment lorsqu'il s'agit de prise de parole et comment les contourner. Objection numéro 1, on me dit souvent « Jennifer, moi, la prise de parole, j'ai toujours été mauvais, c'est comme ça et ça ne changera jamais. » Mais est-ce que c'est vrai ça? Oui, parce qu'en fait, la plupart de nos croyances et de nos peurs ne nous appartiennent pas. La glossophobie, la peur de parler en public, n'est pas naturelle. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour nier la détresse réelle que certaines personnes ressentent lorsqu'elles s'expriment. Bien au contraire, je dis ça parce que je veux créer un électrochoc afin qu'elles puissent prendre conscience que c'est une croyance qui peut être modifiée. Très souvent, la peur de parler en public vient d'une humiliation subie, souvent plus jeune. Vous vous souvenez, ce moment où le prof nous appelait au tableau
pour réciter une poésie devant toute la classe et on avait l'impression qu'on jouait nos vies. Et malheur si on oubliait un vers d'une fable de La Fontaine. C'était l'humiliation publique garantie. Et quand j'y pense, je trouve que certaines réactions de ces profs étaient quand même disproportionnées. Parce qu'entre nous, qui dans cette salle a obtenu un job, une promotion ou un prêt à la banque grâce à une fable de La Fontaine? C'est bien ce qui me semblait. Et pourtant, ces expériences passées, parfois on peut même parler de traumatisme, expliquent pourquoi aujourd'hui 70% des Français ont peur de prendre la parole en public. Mais la bonne nouvelle, vous l'aurez compris, c'est que cette peur n'étant pas naturelle, on peut donc la modifier. Ok, et concrètement, comment on fait? Aristote a dit « Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant ». Et moi, lorsque je dois modifier une croyance limitante, eh bien je fais ce que je faisais lorsque j'étais joueuse. Je répète jusqu'à ce que ça devienne automatique. Voici mon processus. Je prends une feuille sur laquelle j'écris mon objectif. Ensuite, j'associe aussi la croyance, la nouvelle croyance que je veux avoir. Ça s'appelle un script. Alors, ça ressemble beaucoup à la pensée positive et j'entends déjà les sceptiques me dire « Ok, Jennifer, ton truc de hippie, ça ne fonctionne pas. » Et je suis en partie d'accord avec eux, parce que ce n'est que la première étape. Une fois mon script écrit, j'y associe une croyance et un comportement que je veux y associer. Ensuite, je prends mon téléphone et j'enregistre mon script. Une fois ces actions menées, je l'écoute en boucle, sous la douche, à la salle de sport, pendant ma pause déjeuner, avant d'aller dormir. Alors, au début, comme disent les jeunes, c'est gênant. On se sent idiot et mal à l'aise. Et puis petit à petit, on se rend compte que notre stress diminue. Comme un sportif de haut niveau, vous apprenez à entraîner votre mental, à le reprogrammer et à le contrôler afin d'atteindre vos objectifs. Et puis, quand même, il faut bien se rendre compte que le cerveau est une machine bien huilée parce que, effectivement, lorsque l'on change ses croyances, eh bien, nos actions ont tendance à s'ajuster afin d'éviter ce que l'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire un décalage entre nos pensées et nos actions. Alors, je ne dis pas que vos mauvaises habitudes n'auront pas tendance à revenir, mais ce que je dis, c'est que vous serez mieux armés afin de les contrôler. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Objection numéro 2. On me dit « Ok, Jennifer, mais moi, je ne me sens pas légitime. J'ai rien à dire. » Et là, j'ai envie de revenir sur le contexte de ce qu'est la vraie prise de parole. Oui, parce qu'on a tendance à croire que ça se résume à monter sur scène pour un TEDx, parler devant plein de gens ou parler dans les médias. Sauf que la prise de parole, c'est tous les jours. À l'école, au travail, dans notre vie privée. Je vais vous donner un exemple. On a tous un collègue, on va l'appeler Bruno. Et Bruno, c'est ce collègue qui, pendant les réunions, aime bien se mettre en avant. Il a toujours quelque chose à dire, toujours un petit mot sympa pour le boss. Dès que Bruno fait quelque chose, toute la boîte est au courant. Et le pire, mais c'est que ça fonctionne. Parce que c'est Bruno qui obtient les meilleures primes et les promotions. Alors, je précise que je n'ai rien contre les Bruno. D'ailleurs, s'il y a des Bruno dans la salle, n'hésitez pas à venir me voir après, je serai ravie de discuter. Non, au contraire, je pense que ce que notre ami Bruno a compris, c'est que le savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est mieux. Et puis entre nous, Bruno, il nous agace parce qu'il ouvre pendant les réunions, mais en réalité, est-ce que c'est pas parce qu'il ose faire ce que nous, on aimerait bien faire, mais qu'on n'ose pas? Je pose ça là. Objection numéro 3. On me dit fréquemment, « Ok Jennifer, mais regarde cette personne, elle parle super bien, et moi je suis nulle à côté. » Alors, pour ce qui est de se comparer aux autres, là aussi, je pense avoir trouvé un hack qui, je l'espère, pourra vous aider.
Dans le tennis, comme dans les grandes écoles ou dans les grandes entreprises, on passe son temps à se comparer et à être comparé. On compare nos classements, on compare nos résultats, on compare nos âges, on compare nos sponsors. Vraiment, tout y passe. Et moi, j'ai pas eu de chance. Parce qu'en plus de me comparer et d'être comparée aux filles de mon âge, j'ai grandi en étant comparée à deux des meilleures joueuses de tous les temps, Venus et Serena Williams. Je vous laisse deviner pourquoi. Et au-delà du manque criant d'imagination des gens, j'ai toujours trouvé ça profondément injuste. Et d'ailleurs, des années plus tard, lorsque j'ai lu la biographie du père de Venus et Serena, j'ai appris qu'avant même qu'elles naissent, il avait rédigé un manuel de 80 pages où il avait anticipé chaque étape de leur parcours. Alors que moi, j'ai commencé le tennis parce que ma sœur en faisait, et mes parents ne m'ont certainement pas conçue et programmée pour devenir championne. J'ai également appris que, contrairement à la légende, il avait économisé un paquet d'argent pour financer le début de carrière de ses filles, alors que moi, je jouais en comptant chaque euro dépensé. Molière a dit « La curiosité naît de la jalousie ». Alors la prochaine fois que vous voudrez vous comparer à quelqu'un, soyez curieux. Vraiment, allez fouiller. Mais ne vous intéressez pas uniquement au résultat final. Allez remonter un petit peu sur le parcours. Intéressez-vous d'où vient cette personne, à quelles ressources il ou elle a eu accès, son patrimoine. Non, vraiment, allez fouiller. C'est peut-être la seule fois où être un stalker est une bonne chose. Et vous vous rendrez compte de plusieurs choses. C'est que le timing et le parcours des gens sont différents. Et que la meilleure des choses à faire, c'est de piocher à droite, à gauche, sur les comportements et les habitudes qui ont aidé ces personnes à réussir. En ce qui concerne la dernière objection, on me dit « Ouais, mais Jennifer, qu'est-ce qui se passe si je me loupe? Qu'est-ce que les gens vont dire ?» Le regard des autres, on y est tous sensibles. Mais il y a une personne que vous ne voulez pas décevoir, et c'est vous-même. Et si vous ne me croyez pas, la prochaine fois que vous vous réveillez à 3h du matin, eh bien, au lieu d'aller sur votre téléphone et aller sur les réseaux, écoutez ce qui se passe dans votre tête. Parce que notre esprit n'est jamais aussi clair qu'au milieu de la nuit. Et au fur et à mesure, on apprend à accepter et à aimer ces conversations nocturnes avec nous-mêmes. Parce que c'est dans ces moments-là que l'on ose se dire ce qu'on n'exprime pas lorsqu'il fait jour. Et puis aussi, la prise de parole, parfois, c'est juste prendre sa place et aller là où on ne nous attend pas. Alors, je ne dis pas que vous serez accueillis à bras ouverts partout, mais vous allez aussi croiser des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec vous et avec qui vous allez pouvoir créer des liens et des opportunités si vous faites preuve d'ouverture. Plus on s'exprime, plus on est à l'aise, plus on rencontre de gens différents et plus la qualité de vie s'améliore. Alors aujourd'hui, j'ai un but, aider des millions de personnes à prendre la parole. Parce que j'ai envie que toutes les personnes à qui on a dit « tais-toi » l'ouvrent et l'ouvrent en très grand. Et oui, parce que pour faire ça, chaque matin, je me lève avec une tâche, aider une personne à s'améliorer ou à s'exprimer. Je vais aussi dans les collèges et dans les lycées. Parce que quand j'ai grandi, moi, je n'avais pas de modèle de réussite, hormis dans le monde du spectacle et dans le monde du sport. Alors, je ne dis pas que j'ai réussi, mais quand je m'adresse à ces jeunes, j'ai envie de créer un bug dans leur système de pensée et y planter des graines de possibilités. Leur dire que c'est possible de rêver en très grand et de le dire, de ne pas avoir peur et que même s'ils se loupent, eh bien, ils peuvent recommencer et se réinventer. Et ça, peut-être que c'est mieux de gagner un grand chelem finalement. Alors, je vais vous lancer un défi. Toutes les personnes dans la salle qui ont peur de s'exprimer ou qui n'osent pas prendre la parole. Quelle action, aussi minime soit-elle, allez-vous mener et enclencher dès maintenant et pour les 7 prochains jours? Alors, ça peut être augmenter votre nombre d'interactions avec les gens. Ça peut être aussi prendre l'habitude de poser une question lors d'événements ou même en classe. Et aussi, pourquoi pas s'inspirer de notre ami Bruno et de commencer à mettre en avant nos réussites et ce qu'on fait de bien.
Quelle que soit cette action, eh bien, allez-y, n'ayez pas peur. Comme un joueur de tennis débutant, acceptez cette période où vous allez tâtonner avant de trouver votre rythme et votre style. Mais vous avez un avantage que les sportifs de haut niveau n'ont pas. C'est que vous avez un temps infini pour jouer. Alors, faites de votre vie un terrain de jeu. Prenez la parole, prenez votre place et reprenez le contrôle de vos vies. Merci.